Si le catch sur le ring est la musique que nous les fans écoutons, alors les commentaires sont les paroles. Et soyons honnêtes, personne dans l'histoire de cette industrie n'a su écrire ces paroles avec autant de passion, de précision et de gravité que Jim Ross. Bien sûr, des géants comme Gordon Soleil, Bobby Heenan ou Mauro Ranallo ont marqué leur époque, mais aucun d'eux n'a eu l'impact qu'a eu Jim Ross. Il n'était pas qu'un commentateur, il était la voix de l'histoire. Chaque match, chaque prise, chaque moment dramatique, sous ses yeux, tout prenait une dimension mythique. Il avait cette capacité incroyable à transformer chaque scène en un chef-d'œuvre épique, où le sport et le spectacle se rencontraient pour ne faire qu'un. Mais comment un simple Oklahoma Boy est-il devenu la légende vivante que l'on connaît aujourd'hui? Comment a-t-il su transformer un micro en un véritable instrument de narration? Une arme qui transcende le catch pour atteindre les cœurs des fans du monde entier. C'est exactement ce que nous allons découvrir en plongeant dans l'incroyable carrière de Jim Ross, The Voice of Wrestling. Eric Bischoff is a no-good, lousy son of a bitch. James William Ross est né le 3 janvier 1953 à Fort Bragg en Californie, mais a déménagé à Westville dans l'Oklahoma à un jeune âge. C'est là qu'il a développé une passion pour le sport en rejoignant l'équipe de baseball et l'équipe de football de son lycée. Mais le sport n'était pas sa seule force, il excellait également dans ses études à Westville High. Il a même été à un moment un membre de la National Honor Society, président du conseil des élèves et vice-président d'État pour les Future Farmers of America. En fait, il était tellement respecté par la FFA qu'en 1970, il a reçu un diplôme d'État et a été élu vice-président du district Nord-Est. Cela dit, l'agriculture n'était pas un chemin qu'il comptait suivre longtemps, car à ce moment-là, il était déjà tombé amoureux du catch professionnel. Et bien qu'il ne souhaitait pas devenir catcheur, son expérience en diffusion acquise à l'université lui a permis de décrocher un poste auprès du territoire local de la NWA Three States en tant que commentateur. En parallèle, Jim travaillait aussi comme arbitre, jonglant entre ces deux rôles jusqu'à ce que Bill Watts achète le territoire en 1977 et le renomme Mid-South Wrestling. Reconnaissant alors ses compétences en coulisses, Watts l'a promu commentateur principal et vice-président du marketing. En effet, c'était une énorme avancée dans sa carrière naissante, et Jim a immédiatement mis tout en œuvre pour prouver qu'il méritait sa place. Il a pu démontrer son talent lorsqu'il a eu l'opportunité de commenter son premier match pour le titre mondial NWA entre Ric Flair et Ted DiBiase. Par la suite, il a reçu une offre de Jim Crockett Promotions où il a travaillé aux côtés de David Crockett et Tony Schiavone. Un rôle qu'il a continué à occuper même après la transformation de la GCP en World Championship Wrestling, autrement dit la WCW. Bien sûr, pour la plupart des gens, être commentateur à plein temps et assumer de multiples responsabilités en coulisses serait suffisant. Pas pour Jim Ross. En 1992, alors que sa carrière atteignait de nouveaux sommets à la WCW, il a passé une saison en tant qu'annonceur radio pour les Falcons d'Atlanta. Mais ce n'était pas un grand défi pour lui, car en tant que passionné de sport, il a toujours abordé le catch avec une approche légitime, donnant à chaque match qu'il commentait un sentiment d'authenticité inégalé. En montant les échelons de l'entreprise, Jim est finalement devenu responsable des diffusions à la WCW, un poste qu'il a souvent amené à entrer en conflit avec Eric Bischoff, le nouvel annonceur et futur vice-président exécutif. C'est pourquoi, malgré sa position solide dans l'entreprise, lorsque Bischoff a pris les rênes en 1993, Ross a demandé à être libéré de son contrat, estimant que les tensions entre les deux hommes entraveraient son évolution. En conséquence, il a rapidement dû trouver un nouvel emploi, et à cette époque, Ric Flair lui avait présenté Jan, la femme qu'il allait épouser. Jim a donc accepté un rachat de contrat de Turner Broadcasting et a immédiatement rejoint la WWE pour entamer un nouveau chapitre de sa carrière. Après ses débuts remarqués à la WWE le 4 avril 1993 lors de WrestleMania 9, Jim Ross s'est présenté au public dans une toge romaine en accord avec le thème de l'événement. Et malgré cet accoutrement inhabituel, Ross a fait ce qu'il faisait de mieux, commenter les matchs avec brio, prouvant qu'il était tout aussi talentueux que Bobby Heenan avec qui il partageait le poste ce soir-là. Cependant, Ross a rapidement été retiré des commentaires pour les pay-per-view, Vince McMahon estimant à l'époque que son accent du Sud ne convenait pas. Il a néanmoins continué à travailler aux côtés de Heenan sur Wrestling Challenge jusqu'au départ de ce dernier en décembre de la même année. Donc cherchant de nouveaux projets, Ross a proposé l'idée d'une émission de radio WWF où il commentait les pay-per-view pour les fans n'ayant pas accès aux diffusions télévisées. Malheureusement, ce concept n'a pas pris, et en février 1994, Jim a été licencié pour la première fois 2 semaines seulement après avoir subi un premier épisode de paralysie faciale causé par la paralysie de Bell. Mais heureusement, cette situation ne durait pas longtemps. Après une brève tournée à la Smoky Mountain Wrestling, Jim Ross ferait son retour à la WWE en 1994, bien que cette fois-ci, il serait principalement relégué à travailler sur des programmes syndiqués de la WWE. Une position qu'il occupera pendant les 2 années suivantes. Ce n'est qu'en 1996 qu'il reviendra dans l'équipe principale de commentateurs aux côtés de Vince McMahon et Jerry the King Lawler. À ce moment-là, il deviendra également un personnage à l'écran lorsqu'il fera un heel turn mémorable en se retournant contre la WWE, s'engageant dans des segments houleux avec son patron.
Il affirmait alors être toujours en contact avec Kevin Nash et Scott Hall, deux anciennes superstars de la WWE qui venaient de rejoindre la WCW. Et après des semaines à annoncer qu'il allait les ramener sous sa gestion dans le but de se venger de McMahon pour l'avoir renvoyé dans le passé, Jim Ross révélerait la version nouvelle et améliorée de ce duo le 23 septembre lors de l'épisode de Raw. Bien entendu, dès qu'ils firent leur entrée dans le ring, il devint immédiatement évident pour les fans que ce n'étaient pas les Hall et Nash qu'ils connaissaient. Non, c'étaient deux lutteurs totalement différents tentant de revendiquer les gimmicks de Diesel et Razor Ramon. Pensant que puisque la WWE possédait les droits des personnages, McMahon pourrait simplement les recréer à sa manière. Il avait tenté de duper les fans, mais ces derniers n'étaient pas dupes. Et en tant qu'agent de storyline à l'écran, Ross se prit une avalanche de huées. Heureusement, cette histoire de faux Diesel et Razor ne dura pas longtemps. À la fin de l'année, les deux imitateurs joués par Glenn Jacobs et Rick Wagner seraient largement écartés de la télévision après que la direction ait reconnu l'échec rapide de la storyline. Tentant de se racheter après cet échec, Jim Ross reviendrait alors à son poste de commentateur non seulement pour Raw mais aussi pour Shotgun Saturday Night, Superstar et Action Zone. Et quelle chance cela allait être, car c'est précisément à ce moment-là que la compagnie allait exploser en popularité, en grande partie grâce à Stone Cold Steve Austin, l'anti-héros populaire qui avait conquis le cœur des fans partout dans le monde. Jim Ross de son côté nouerait également une grande amitié avec Austin, une relation qui dépasserait largement les frontières du catch. Jim Ross est devenu à l'écran un véritable cheerleader pour le Texas Rattlesnake Stone Cold Steve Austin pendant cette période. Il a offert des commentaires devenus iconiques comme I'm gonna stomp a mud hole in his ass and walk it dry. He's tougher than a $2 steak, no doubt about it. Stone Cold! Stone Cold! Néanmoins, Ross ne se limitait pas à sublimer Austin. Tous les catcheurs de la WWE bénéficiaient de son talent derrière le micro. Avec son partenaire Jerry Lawler, il a donné une véritable bande-son à certains des moments les plus mémorables des années 90 et du début des années 2000. Parmi ces instants légendaires, on compte sa réplique hilarante He's a son of a bitch if you ask me. lorsqu'il a découvert que Vince McMahon était le mystérieux Higher Power en 1999. Crié alors que Jeff Hardy était sur le point de décrocher le titre incontesté face à l'Undertaker en 2002. Et bien sûr, ces appels dramatiques lors du Hell in a Cell en 1998 entre l'Undertaker et Mick Foley. Oh my God. As God is my witness, he is broken in half. Will somebody stop the damn match? Malheureusement, cette époque n'a pas été exempte de défis pour Ross. À la fin de 1998 et au début de 1999, il a dû quitter temporairement son poste de commentateur après avoir subi une deuxième crise de paralysie de Bell déclenchée par le décès de sa mère. Lorsqu'il est revenu en mars 1999, Ross avait un nouvel allié à ses côtés, Dr. Death Steve Williams, un catcheur redouté pour sa réputation de dur à cuire. Espérant propulser Williams comme prochain grand adversaire de Steve Austin, Ross a convaincu Vince McMahon de miser sur lui. Tout semblait aller pour le mieux jusqu'à ce que Vince Russo introduise le Brawl for All, l'une des pires idées de l'histoire du catch. Dans ce tournoi, des catcheurs, y compris Williams, participaient à de vrais combats de boxe diffusés à la télévision. Mais contre toute attente, Dr. Death a été mis KO par Bart Gunn au deuxième tour. Ce résultat a détruit l'aura monstre de Williams et mis fin à tous les plans le concernant, spécifiquement avec Austin. Après cet échec, Jim Ross est retourné à son rôle principal de commentateur, travaillant sur Raw, SmackDown et même les diffusions régionales de la XFL, la Ligue de football américaine de Vince McMahon en 2001. À cette époque, il s'est aussi impliqué directement dans des segments à l'écran, souvent aux côtés de son ami proche Steve Austin en soutenant les angles du moment. Parallèlement, Ross a exploré d'autres domaines. Il a incarné Lance Russell, un annonceur de catch dans le film biographique Man on the Moon. Il a également publié 2 livres de cuisine sur la WWE, Can You Take the Heat, The WWE's Cooking et JR Cooking Book. Et enfin, il a lancé sa propre gamme de sauces barbecue. Mais malgré ses projets divers, c'est le catch qui est resté sa priorité. Et lorsque l'Attitude Era s'est terminée en 2001, Jim Ross était déjà considéré comme l'un des plus grands commentateurs de catch de tous les temps, un statut qu'il a conservé pendant l'ère Ruthless Aggression. Cependant, à ce moment-là, Vince McMahon cherchait déjà à le remplacer, estimant que son accent du Sud était trop wrestling. Ainsi, Michael Cole a progressivement pris sa place en tant que voix de la WWE. Ross, quant à lui, s'est tourné vers des responsabilités en coulisses, devenant vice-président exécutif des relations avec les talents. Ce poste, souvent ingrat, l'a obligé à gérer les problèmes des catcheurs tout en absorbant leurs frustrations. Finalement, en 2005, Ross a quitté ce rôle. Peu après, il a été renvoyé à l'écran dans un segment kayfabe lors de l'épisode de Raw du 10 octobre 2005 où Linda McMahon l'a licencié. En réalité, Ross devait s'absenter pour une chirurgie du côlon, ce que la WWE utiliserait pour en créer des segments humoristiques dans les semaines suivantes. En effet, au fil des années, Vince McMahon a multiplié les exemples d'antagonisme envers son principal commentateur.
Malgré tout, Ross a toujours fait de son mieux pour ignorer ses tensions et se concentrer sur son travail. À cette époque, ce dernier consistait principalement à produire les commentaires en coulisses, tout en revenant derrière le micro pour des émissions comme Raw, Saturday Night Main Event et certains pay-per-view comme WrestleMania 22. Donc pour honorer ses nombreuses années de service dans l'industrie, Jim Ross a été intronisé au WWE Hall of Fame en 2007 par nul autre que Steve Austin. Peu après, il a ouvert son propre restaurant, George's Family Barbecue, dans son Oklahoma natal. Cependant, sa carrière à la WWE a pris une tournure imprévue en 2008 lorsqu'il a été transféré à SmackDown dans le cadre de la draft annuelle, une décision qu'il n'a pas accueillie favorablement et dont il n'avait pas été informé à l'avance. Puis, en octobre 2009, les choses se sont aggravées lorsqu'une troisième crise de paralysie de Bell l'a contraint à quitter son rôle de commentateur régulier à la télévision. Il n'a alors fait que de rares apparitions spéciales, notamment lors de l'épisode Old School Raw en novembre 2010 et WrestleMania 27 en avril 2011, un événement pour lequel Triple H et l'Undertaker avaient spécifiquement demandé sa présence afin de commenter leur fameux End of an Era match. Finalement, en 2012, les choses se sont quelque peu améliorées pour Ross. Avec Triple H désormais responsable des relations avec les talents, Jim a été engagé comme conseiller et recruteur chargé de repérer les meilleurs jeunes talents sur les circuits indépendants et dans les universités, afin d'en faire de futurs superstars de la compagnie. En parallèle, en 2013, il a commencé à former et encadrer de nouveaux commentateurs au WWE Performance Center, partageant cette décennie d'expérience avec eux dans l'espoir qu'ils puissent un jour marcher dans ses pas. Bien que ses apparitions télévisées se soient raréfiées, Ross est revenu ponctuellement, notamment pour remplacer Jerry Lawler après sa crise cardiaque et commenter un match en cage entre John Cena et Dolph Ziggler en janvier 2013. Malheureusement, cette apparition a été l'une des dernières. Lors d'un panel annonçant le roster du jeu WWE 2K14, il s'est retrouvé dans une situation embarrassante lorsque Ric Flair, visiblement ivre, a commencé à raconter des histoires personnelles, notamment sur le décès de son fils. Malgré l'évidence que Ross n'était pas responsable de la situation, Vince McMahon a saisi cette occasion pour le renvoyer une nouvelle fois, beaucoup estimant qu'il cherchait depuis un moment une excuse pour se séparer de lui. Et si c'est en effet la réalité, cette décision s'est révélée absurde, car Ross, considéré comme l'un des meilleurs commentateurs de l'histoire, était un atout précieux en coulisses et avait beaucoup à offrir, peu importe la fédération où il irait. Après son départ de la WWE, il a utilisé ses compétences dans d'autres domaines. En 2014, il a commenté un événement de boxe pour Golden Boy Promotion en mai, un show de Battleground MMA aux côtés de Chael Sonnen en octobre et a collaboré avec foxsports.com pour couvrir le football universitaire de la NCAA. En parallèle, Ross a rejoint l'univers naissant des podcasts sur le catch. Avec Conrad Thompson, considéré comme le pionnier des podcasts de lutte, il a lancé The Ross Report, qui a ensuite été rebaptisé Grilling GR, suivant un format similaire aux autres émissions de Thompson avec Bruce Pritchard, Eric Bischoff et Tony Schiavone. Mais même avec tout le succès qu'il rencontrait, le monde de la lutte ne semblait pas prêt à laisser Jim Ross partir. Ainsi, en janvier 2015, le garçon de la Oklahoma a fait ses débuts pour la New Japan Pro Wrestling en tant que commentateur anglophone pour l'édition de cette année-là de Wrestle Kingdom. Quelques semaines plus tard, il a annoncé que Jim Ross avait signé un contrat avec la compagnie pour commenter leur émission hebdomadaire sur Access TV aux États-Unis. Cela lui a permis de revenir à un travail de qualité, sa légitimité s'accordant parfaitement avec le style plus sportif de la New Japan. En dehors de cela, il continue à commenter pour des promotions telles que What Culture Pro Wrestling et World of Sport Wrestling au Royaume-Uni où il travaillait avec son vieil ami et collègue Jim Cornette. Cependant, en mars 2017, une tragédie allait frapper. La femme de Jim, Jan, a été impliquée dans un accident de voiture frontale et après avoir été placée sous assistance respiratoire, elle est décédée 2 jours plus tard. Cela évidemment était un moment dévastateur pour Jim Ross, perdre l'amour de sa vie de façon aussi abrupte. Mais la lutte professionnelle s'est rapidement mobilisée autour de lui, avec des fans et des personnalités de l'industrie lui apportant leur soutien et leurs condoléances. Pour Ross, la meilleure manière de surmonter son chagrin était de se replonger dans son travail. Il a reconnu qu'il en avait besoin et la WWE l'a rappelé pour agir en tant que commentateur pour le match principal de WrestleMania 33 le mois suivant, où l'Undertaker affrontait Roman Reigns dans ce qui, à l'époque, semble être le dernier match de la carrière du Deadman. Après cela, il a été annoncé que Jim avait signé un nouveau contrat de 2 ans avec la compagnie, et il est revenu de manière périodique pour des événements comme The Mae Young Classic, Raw 25 et WrestleMania 34. Néanmoins, une fois son contrat expiré en mars 2019, Jim Ross a décidé de ne pas renouveler son engagement avec la compagnie, estimant qu'il avait encore la capacité de travailler à temps plein et qu'en restant avec la WWE, il manquerait des opportunités de le faire. Heureusement, une autre compagnie qui venait de voir le jour était prête à lui offrir cette chance, All Elite Wrestling. En effet, en avril 2019, la jeune promotion annonçait avoir signé Jim Ross pour un contrat de 3 ans, où il rejoindrait l'équipe de commentateurs aux côtés de Excalibur et de son ancien collègue Tony Schiavone.
Là, Jim Ross a su trouver une nouvelle dynamique s'adressant à toute une nouvelle génération de fans. Certes, certains ont critiqué sa performance en estimant qu'il n'était plus aussi tranchant qu'avant. Et il prend désormais souvent du recul pour laisser Excalibur gérer le play-by-play, mais le fait est qu'il reste un atout précieux. Pour tout fan qui retrouverait la sonorité de sa voix, ça pourrait suffire à les attirer. Et il semble qu'il va rester dans cette position pour un avenir prévisible. D'autant plus qu'après avoir récemment traversé une épreuve de santé avec un traitement radiothérapeutique pour traiter un cancer de la peau, il est désormais à 100% et peut désormais revenir à ce qu'il fait de mieux. Évidemment, à ce stade en 2025, il apparaît de temps en temps pour certains matchs et devrait arrêter sa carrière derrière un micro à la fin de son contrat avec l'AEW au cours de l'année. En fin de compte, quand on y réfléchit, Jim Ross est probablement le plus grand commentateur de catch de tous les temps. Les faits sont clairs, si Gordon Solley était fantastique, il n'a jamais eu les commentaires emblématiques que JR a su offrir. Et bien que Bobby Heenan soit une légende à part entière, même lui ne peut égaler le travail que l'Oklahoma Boy a donné au fil des ans. Il a cette capacité incroyable de rendre des matchs moyens intéressants, des matchs bons exceptionnels, et lorsqu'il a la chance d'annoncer un grand match, il le transforme à chaque fois en un classique instantané en racontant une histoire d'une manière unique. Il vous plonge dans le récit comme si vous étiez juste là avec lui. C'est un rôle qui ne doit jamais être sous-estimé, parce qu'au final, sans lui, le monde du catch n'aurait peut-être jamais eu les paroles qu'il lui fallait au moment où il en avait le plus besoin. Et voilà les gars, la vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu, n'hésitez pas à liker, commenter et partager, c'est très important, et d'ici là je vous dis à la prochaine pour une autre histoire, c'était Vince encore une fois, merci à tous.